Salut tout le monde, ici Rémi. Quand on parle d'immobilier, plus précisément des immeubles à revenus, la plupart du temps, on pense tout simplement à l'argent qui nous reste à la fin du mois dans nos poches grâce au loyer. Mais ça ne devrait pas être la seule chose qu'un investisseur immobilier regarde quand on calcule un immeuble, parce qu'il va y avoir tout plein de façons de faire un profit sur l'immeuble et c'est en regardant l'ensemble de tout ça qu'on va avoir une vraie rentabilité. À la fin de la capsule, tu devrais comprendre pourquoi tu calcules des immeubles qui ne sont pas rentables et que pourtant, il y a quand même des gens qui achètent ça. Ça nous est tous déjà arrivé de trouver un immeuble qui semble être intéressant. Finalement, on le calcule, on se rend compte qu'il n'est pas du tout rentable, on décide de passer à autre chose en se disant que cet immeuble-là allait rester sur le marché pendant longtemps. Finalement, on revoit le même immeuble 2 jours plus tard et on se rend compte qu'il y a déjà écrit « vendu » sur l'affiche. C'est soit que cette personne-là qui vient de l'acheter ne fait pas le même calcul que toi et a découvert quelque chose, ou bien c'est tout simplement parce qu'il ne cherche pas le même type de profit sur l'immeuble. Parce que selon le profil d'investisseur, disons quelqu'un qui se cherche à bâtir un parc immobilier le plus rapidement possible, il ne cherchera pas le même type d'immeuble et le même type de rentabilité que celui qui cherche tout simplement à acheter un triplex, d'aller habiter dedans et le vendre au moment de sa retraite. On saute directement dans le sujet et évidemment, la première méthode pour faire de l'argent sur un immeuble, c'est le cash flow. En gros, quand tu es propriétaire d'un immeuble, tu as des locataires qui vont payer un loyer. Dans ce cas-ci, on va prendre un exemple d'avoir des revenus de loyer brut qui sont de 3 000 $, c'est-à-dire 3 loyers de 1 000 $. De l'autre côté, en tant que propriétaire, tu vas devoir aussi assumer des dépenses liées à l'immeuble. Disons que dans ce cas-ci, tu en as pour 1 200 $. Eh bien, on va prendre le 3 000 $ moins le 1 200 $. Il va te rester un 1 800 $ dans tes poches. Mais par contre, il faut savoir que sur ce montant-là, tu vas aussi avoir l'hypothèque. Et dans ce cas-ci, l'hypothèque va coûter 1 650 $. Au final, dans tes poches, sur cet immeuble-là, il te reste environ 150 $ par mois. Clairement, ce n'est pas énorme. Si on met ça en perspective, c'est environ 50 $ que tu fais par loyer en cash flow. Et ça, c'est s'il n'y a pas d'imprévu qui pourrait arriver. Parce que clairement, si tu as à engager des gens comme un plombier ou un électricien, ce montant-là va fondre très vite. Mais en même temps, dans le marché actuel, trouver un immeuble qui va dégager 50 $ par loyer en cash flow, c'est quand même probablement une bonne affaire. Parce que de nos jours, c'est tout simplement difficile de trouver un immeuble qui va avoir un cash flow positif tout court. Disons qu'au lieu de te coûter 1 650 $ en hypothèque, eh bien, tu as acheté l'immeuble beaucoup plus cher et l'hypothèque est plus élevée. On va parler d'un montant, disons, de 1 900 $. Eh bien, dans ce cas-ci, ton cash flow, il serait négatif de 100 $. Et ça, c'est pas cool pour un investisseur immobilier parce que ça t'enlève des liquidités. Parce que quand on a un cash flow négatif, eh bien, ça veut dire que tu dois sortir de l'argent de tes propres poches à tous les mois pour réussir à payer l'immeuble et son hypothèque. Et ça, c'est pas cool parce que ça t'enlève des liquidités, c'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile d'avoir de l'argent pour accumuler une autre mise de fonds. Mais maintenant, c'est important de dire que même si tu ne fais aucun profit à la fin du mois directement, il faut dire que ton immeuble sera probablement bien rentable parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Parce que la deuxième méthode de faire de l'argent sur un immeuble, c'est avec le remboursement en capital, c'est-à-dire avec l'équité qui se trouve à grandir sur ton immeuble. Je viens de le dire, sur la plupart des immeubles maintenant, il ne reste pas beaucoup nécessairement de cash flow à la fin du mois. Mais je n'ai quand même pas dit qu'il ne restait pas beaucoup d'argent à la fin du mois. C'est toute une autre chose. On reprend exactement le même exemple, c'est-à-dire un immeuble qui rapporte toujours 3 000 $, qui a 1 200 $ en dépenses et qui a 1 650 $ en hypothèque. Première des choses, on va parler du 1 200 $. Celui-là, on l'oublie parce que c'est tout simplement des dépenses. C'est-à-dire qu'il va y avoir des taxes, des assurances, la pelouse, le déneigement, l'entretien. Bref, un immeuble, ça coûte de l'argent et cet argent-là, on ne la reverra jamais. Deuxièmement, on va maintenant regarder de plus près le montant en hypothèque de 1 650 $. Eh bien, ce montant-là de 1 650 $, il est réparti, lui, en deux volets. Il va avoir le volet intérêt et le volet en capital. Les intérêts, ça rentre dans la même catégorie que les dépenses. Cet argent-là aussi, il va falloir l'oublier, on ne la reverra jamais. Mais maintenant, il y a le capital. Et le capital, ce n'est pas une dépense, mais c'est plutôt un remboursement. Comme la banque nous a prêté l'argent pour qu'on puisse acheter l'immeuble, eh bien, c'est tout simplement logique qu'il y ait une partie qui vient pour le rembourser. Et cet argent-là qu'on rembourse à la banque, eh bien, c'est de l'argent qui nous appartient. Quand je dis nous, on s'entend, c'est le propriétaire, c'est pas l'ensemble de tout le monde.
Bon, le seul problème, c'est qu'avant d'être capable de toucher à cet argent-là, ce n'est pas quelque chose qui va nous rester à la fin du mois, ça va plutôt prendre du temps parce que cet argent-là, il est bloqué dans l'immeuble. Il va y avoir deux moyens pour qu'on puisse toucher à cet argent-là. On va se retrouver à soit devoir vendre l'immeuble ou à devoir refinancer. Si jamais tu viens qu'à vendre l'immeuble, eh bien, tu vas avoir accès à la totalité du 100% de ton équité. Et si jamais tu viens plutôt à refinancer, eh bien, dans ce cas-ci, il va falloir que tu fasses un calcul parce que tu vas avoir des paiements mensuels qui vont augmenter, mais tu vas pouvoir aller chercher jusqu'à 80% de ton équité. Quand tu calcules la rentabilité d'un immeuble, c'est donc super important d'y inclure le capital pour savoir ça va vraiment être quoi ton rendement. En même temps, de nos jours, il y a plein de gens qui achètent un immeuble qui n'a pas de cash flow positif, mais qui misent sur le fait que justement, l'hypothèque va se rembourser graduellement au travers des années et qui va en rester dans leur poche à la fin au moment de la revente. C'est donc tout à fait possible de se rendre riche avec un immeuble, même s'il n'y a pas de cash flow positif dessus. L'inconvénient majeur, c'est que vous allez devoir sortir de l'argent de vos poches, tout simplement pour arriver à payer les imprévus ou l'augmentation des dépenses. Si vous êtes capable de supporter ce montant-là que vous devez sortir de vos propres revenus et non du revenu de l'immeuble, ça peut quand même être un très bon moyen de profiter de l'effet de l'immobilier. Et pour ceux qui décideraient de payer leur immeuble en argent, eh bien, dans ce cas-ci, vous n'aurez pas d'équité qui grandit à tous les mois parce que vous n'aurez pas de remboursement à faire. Par contre, vous allez avoir un très gros cash flow parce que justement, vous n'aurez pas de paiement à la banque à faire. Cette semaine, félicitations à Maxime, Chanel et Marc d'avoir posé vos questions et surtout d'avoir augmenté vos connaissances en vous abonnant à Patreon. Aussi, j'aimerais faire un petit appel à tous. En fait, selon les statistiques, il y a quand même 2 personnes sur 3 qui écoutent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Et ça commence à faire beaucoup de monde. Si tu aimes mon contenu, mes capsules gratuites et le partage de mes connaissances, ce serait vraiment grandement apprécié si tu pouvais t'abonner. C'est quelque chose qui va vraiment m'aider à me faire connaître. La troisième méthode de faire de l'argent, c'est avec ce qu'on appelle la plus-value. En fait, ici, on parle de spéculation, c'est-à-dire qu'on parle de hasard. C'est vrai que les immeubles, ils tendent à vouloir prendre de la valeur au fil du temps, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est garanti, surtout pas sur le court terme. Il y a des investisseurs qui décident d'acheter même s'il n'y a aucun cash flow positif et même si l'immeuble ne fait même pas tous ses frais en termes de remboursement de l'équité. Mais ils achètent dans le seul but de pouvoir attendre un petit peu et de penser qu'ils vont pouvoir revendre plus tard quand le marché aura fait augmenter la valeur de leur immeuble. Pour ma part, je ne mise pas sur la plus-value de mes immeubles. Je sais que les immeubles devraient augmenter au fil du temps, mais je m'assure d'avoir les autres façons de faire de l'argent sur l'immeuble et si jamais il y a de la plus-value, eh bien, ça sera tout simplement un supplément. Mais je sais que pour plusieurs personnes, c'est quand même une façon de faire. Il y en a qui ont fait des très gros coups d'argent avec ça, mais il y en a aussi qui se sont plantés parce que le marché n'a pas été comme ils espéraient. Surtout ceux qui voulaient jouer sur du court terme. Il faut faire attention parce que le marché est imprévisible et on ne peut jamais réellement savoir ce qui va se passer. Pensez à ceux qui ont acheté, disons, en février dernier, dans le pic du plus haut du marché. Eh bien, s'ils veulent revendre l'année prochaine, déjà, il y a des informations qui disent que le marché pourrait baisser jusqu'à 25%. Dans ce cas-ci, ce n'est pas du tout une bonne façon parce que la spéculation nous aurait fait perdre de l'argent plutôt que d'en gagner. Il faut savoir aussi qu'avec la plus-value, ce n'est pas toujours aussi profitable qu'on pourrait le penser. En fait, il y a une partie de la prise de valeur de ton immeuble qui est tout simplement liée à l'augmentation du coût de la vie, c'est-à-dire à l'inflation. Imagine que tu as acheté un immeuble voilà 10 ans et qu'aujourd'hui, tu es capable de le revendre 20% plus cher. Eh bien, ça peut sembler intéressant, mais au final, ça représente, on va simplifier les chiffres ici, une augmentation de moyenne de pas tout à fait 2% par année. Et ça, c'est moins que l'inflation en ce moment. On va prendre un exemple où ton immeuble a pris 2 fois plus de valeur, c'est-à-dire qu'il a pris 40% de valeur. Eh bien, dans ce cas-ci, si on enlève l'inflation, on va se retrouver à peu près avec une augmentation de 2% par année. On s'entend avec seulement 2% de rendement réel après l'inflation, c'est pas avec ça qu'on va avoir beaucoup plus de pouvoir d'achat. Et la dernière problématique avec la plus-value qui est liée à l'inflation, c'est-à-dire que si jamais tu veux vendre ton immeuble dans le but d'acheter autre chose, eh bien, tu vas te retrouver probablement plus coincé que tu penses. On va prendre un exemple avec des chiffres qui sont fictifs, mais qui sont réels. C'est-à-dire qu'on va prendre un immeuble que tu as acheté voilà 10 ans et que tu as acheté à 450 000 $. Aujourd'hui, tu pourrais revendre ton même triplex à 900 000 $. Bravo, tu as fait un rendement de 100% en 10 ans. Donc, avec un rendement de 100%, tu te dis, ça serait fou de passer à côté. On va vendre l'immeuble, encaisser la plus-value, donc faire de l'argent, et on va acheter quelque chose d'autre parce qu'on veut continuer quand même à faire fructifier l'argent.
Donc, tu te dis qu'avec 450 000, il y a 10 ans, tu as acheté un triplex. Aujourd'hui, avec 900 000, tu vas être capable d'acheter un plus gros immeuble et faire encore plus d'argent. Mais la problématique là-dedans, c'est que comme ton immeuble a augmenté avec l'inflation, eh bien, tous les immeubles à côté vont aussi avoir augmenté. Donc, ton pouvoir d'achat, il ne sera pas plus gros. Parce que ton voisin à côté qui a aussi un triplex, eh bien, s'il le vend, il va aussi pouvoir le vendre environ à 900 000 $. Donc, ton pouvoir d'achat n'a pas vraiment changé. Si tu veux vraiment profiter de l'argent que ton immeuble a fait, eh bien, dans ce cas-là, il va falloir que tu vendes et que tu profites tout simplement de l'argent. Si tu veux la réinvestir ailleurs, tu n'auras pas une grosse plus-value. Voilà, je répète les 3 premières façons de faire de l'argent avec un immeuble. La première façon, c'est le cash flow positif à tous les mois, c'est-à-dire qu'on va prendre les revenus bruts et qu'on va y enlever les dépenses et l'hypothèque et on regarde le montant qui nous reste dans nos poches. La deuxième façon, c'est le remboursement en capital et la troisième façon, c'est l'espoir d'une plus-value qui va être plus grande que l'inflation. Il y a aussi une quatrième manière de faire de l'argent. Celle-là est un peu moins connue et on parle ici des avantages fiscaux. En fait, sur un immeuble, tu vas avoir des revenus, mais tu vas aussi avoir des dépenses. Et sur tes impôts, tu vas pouvoir écrire le montant net, c'est-à-dire les revenus moins les dépenses. Donc, si ton immeuble a un cash flow négatif, eh bien, tu vas avoir une perte de revenus immobiliers et ça va pouvoir faire baisser le montant d'impôt que tu vas devoir payer. Et même si ton revenu net sur ton immeuble est positif, eh bien, il y a une partie de ce revenu-là que tu vas pouvoir ne pas payer d'impôt en prenant de l'amortissement. En faisant ça, tu vas être capable de garder de l'argent dans tes poches en ne payant pas l'impôt tout de suite, ce qui va faire que tu vas pouvoir l'investir ailleurs et continuer à faire de plus en plus d'argent. Ça va être une boule de neige. Donc ici, ce n'est pas nécessairement de faire de l'argent avec l'immeuble, mais c'est de faire de l'argent que tu économises grâce à la fiscalité liée à un immeuble. Je vous rassure, c'est tout à fait légal et c'est une façon qui permet non pas d'éviter de l'impôt, mais plutôt de le retarder. Et c'est super pratique, surtout pour quelqu'un qui veut grossir son parc immobilier rapidement. C'est devenu quand même très difficile de trouver un immeuble avec un cash flow positif très intéressant. Mais sachez qu'avec ces 4 façons-là de faire de l'argent sur un immeuble, c'est quand même aussi très difficile de se planter et de faire un gros mauvais coup. Tous ceux qui veulent se lancer en immobilier, j'ai juste un message. Lancez-vous. Ne stressez pas avec votre premier achat. Faites tout simplement passer à l'action d'acheter un immeuble en calculant quand même bien sûr pour minimiser le risque, mais au final, achetez et l'équité va grandir sur l'immeuble et le temps devrait faire augmenter sa valeur. Sans trop vous en rendre compte, au fil du temps, vous allez avoir une équité, donc une valeur nette qui va augmenter et au fil du temps, vous pourrez en profiter au moment de la revente ou du refinancement. Tout ça, pour y arriver, c'est tout simplement de commencer maintenant. Et si tu trouves un immeuble qui est positif sur les 4 manières de faire de l'argent, eh bien, saute dessus, n'hésite pas. En l'achetant, tu vas comprendre comment c'est possible de faire beaucoup d'argent grâce à l'immobilier. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Aussi, si tu veux débuter en immobilier, il y a un lien en description qui pourrait grandement t'intéresser. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!